Bonjour et bienvenue sur le plateau TV des Rendez-vous Médé pour ce troisième temps fort de la journée. Nous allons commencer avec la table ronde sur le transformateur moyenne fréquence. Alors, messieurs, déjà bonjour et merci d'être présents. Je vais vous laisser vous présenter. On commence par vous, Mathieu Bancelin. Je vous écoute. Merci, donc je m'appelle Mathieu Bancelin, je suis R&D manager chez Alstom Transport et je suis en charge du suivi à la fois technique et financier de l'ensemble des programmes qui veulent être développés chez Alstom Transport. Alors Alstom Transport, qu'est-ce que c'est ? C'est un fabricant de systèmes ferroviaires et pas uniquement de matériel roulant. Aujourd'hui, on a quatre business principaux. Le premier, c'est le matériel roulant, c'est ce pour quoi on est connu. Toutes les gammes de matériel roulant, du métro et du tramway pour les applications urbaines, aux trains régionaux et à la grande vitesse, ce pourquoi nous sommes connus mondialement, le TGV et la dernière génération, l'automotrice grande vitesse, dite AGV. Un deuxième business sur la signalisation, assez important aujourd'hui, avec tout ce qui est interlocking, contrôleur au sol et à bord. Un troisième sur les services et la maintenance, business qui prend de plus en plus d'importance dans nos métiers, et un quatrième sur l'infrastructure et les systèmes clés en main. Donc aujourd'hui, une société qui fait partie d'un groupe, du groupe Alstom. Le groupe Alstom, c'est environ 20 milliards d'euros de chiffre d'affaires, et la société Alstom Transport, c'est un quart, c'est le secteur transport un quart, donc environ 5 milliards d'euros, présents sur tous les continents. Bien, donc on commence par une société très petite, n'est-ce pas? On commence par les modestes, on continue avec Transrail BNV. Monsieur Benoît, bonjour. Bonjour, donc je suis Monsieur Benoît. Je travaille dans la société Transrail, qui est une société beaucoup plus petite qu'Alstom Transport, puisqu'on est à peu près 60. Et je suis ingénieur électricité dans le bureau d'études de la société Transrail. Et je suis chargé du design électrique des inductances et des transformateurs électriques que nous fabriquons et que nous concevons. Et on a été choisi donc pour le projet transformateur moyenne fréquence comme partenaire industriel de Alstom Transport. Très bien. Bien, dans quelques instants, votre retour sur le sujet. On continue avec mon dernier invité, Michel Equier. Bonjour. Bonjour. Je suis professeur à l'École centrale de Lille et je fais ma recherche au L2EP, laboratoire d'électrotechnique et d'électronique de puissance de Lille. Le L2EP est divisé en plusieurs équipes. J'interviens dans l'équipe, je suis responsable de l'équipe optimisation. Nos sujets concernent la conception optimale de systèmes électrotechniques. Nous sommes une douzaine en comptant les doctorants sur des sujets correspondant aux machines électriques, aux transformateurs, aux composants magnétiques, mais aussi l'intégration de ces composants dans le système. Donc prendre en compte toute la problématique systémique des composants. Je pourrais détailler tout à l'heure un petit peu nos interventions par rapport au Transfo MF. Tout à fait. Alors écoutez, on va rentrer dans le vif du sujet, puisqu'aujourd'hui le sujet c'est le transformateur moyenne fréquence. Alors on va commencer par vous, Mathieu Bancelin, pour nous parler un petit peu déjà du besoin qu'il y a eu derrière et qui a fait la genèse de ce projet. Alors, il faut bien voir qu'aujourd'hui, on a des transformateurs dans beaucoup de nos trains. Alors, le besoin concerne essentiellement les trains régionaux, tels qu'ils peuvent être développés en Allemagne, les trains, ou en France d'ailleurs, les trains à grande vitesse, les TGV, et les locomotives. Il faut voir que, c'est une trivialité ce que je vais dire, mais que le matériel roulant, ça sert à transporter des gens. Ça ne sert pas à transporter du cuivre, ni de l'électronique de puissance. Donc aujourd'hui, on a un transfo de TGV ou d'AGV, ça pèse 10 tonnes. Un transfo de locaux, c'est 13 tonnes. Les transformateurs pour les trains régionaux, c'est du même ordre de grandeur. Et si vous voulez, cette masse que vous transportez, c'est autant de passagers de moins que vous mettez dans les trains. Donc la problématique, c'est d'en embarquer moins de cuivre pour pouvoir augmenter la capacité de notre train. La deuxième problématique, c'est une problématique d'efficacité énergétique. Aujourd'hui, on a des transformateurs qui ont de bons rendements, au-delà de 90%, mais on pense pouvoir faire mieux. Alors, gagner quelques points de rendement, vous pouvez me dire, c'est pas si significatif que ça. Alors, c'est pas tout à fait vrai. Il ne faut pas oublier qu'une société comme la SNCF a une facture d'électricité tous les ans aux alentours de 900 millions d'euros et qu'elle souhaite réduire. Le plan de la SNCF, c'est de la réduire entre 15 et 20% d'ici 2020, sa facture d'électricité de traction. Et deuxièmement, il faut penser dans un cadre plus grand, qui est le cadre, pour moi en tout cas, du groupe Alstom, qui est de dire les applications qu'on pourra avoir du transformateur moyenne fréquence pour la traction ferroviaire,
moyennant quelques adaptations, pourront peut-être être utiles pour les applications HVDC, pour Alstom Grid. Et aujourd'hui, si vous avez des HVDC qui tournent à 800 kV, par exemple, vous imaginez si vous gagnez ne serait-ce que 2% en efficacité sur votre transformateur, les gains faramineux en énergie que vous pouvez attendre. Donc c'est toute la motivation au niveau d'Alstom Transport et plus généralement du groupe Alstom d'améliorer l'efficacité de ces transformateurs et la masse qui est associée. Très bien, donc c'est de là qu'est parti le projet. Et peut-être que vous pouvez nous dire comment on en est arrivé à cette collaboration avec Transrail, ou peut-être que M. Benoît peut nous dire, je ne sais pas lequel des deux, où on en est de ce projet. Oui, donc nous, comme je le disais, la société Transrail, en préambule, a été choisie pour industrialiser le transformateur. Donc ça fait l'objet d'un accord de collaboration entre Alstom Transport et Transrail. Donc nous, on est chargé de la fabrication et on est chargé d'apporter notre expérience, nos compétences sur les transformateurs moyenne fréquence, puisqu'on en fabrique on travaille déjà dans la gamme moyenne fréquence pour d'autres applications. Donc on apporte le retour d'expérience qu'on peut avoir sur d'autres projets. Alors, le transformateur moyenne fréquence, l'objectif, comme l'a dit Monsieur Pancelin d'Alstom Transport, c'est réduire le volume et le poids. Effectivement, le dimensionnement d'un transformateur dépend fortement de la fréquence de fonctionnement. Par contre, ça c'est un gros avantage, il n'y a pas que des avantages. Au niveau technologique, ça complexifie l'industrialisation du transformateur, puisque quand on augmente la fréquence de fonctionnement d'un transformateur, on voit apparaître de nouveaux phénomènes, on amplifie par exemple les pertes supplémentaires, on voit des nouveaux phénomènes arriver comme l'effet Corona par exemple, les effets de décharge partielle. Et tous ces nouveaux phénomènes, l'amplification des phénomènes va impliquer une industrialisation complètement différente si on compare à un transformateur classique en fréquence industrielle. Donc par exemple, au niveau des conducteurs du transformateur, ça va être des choix bien adaptés sur des conducteurs qui vont être plus coûteux, plus difficiles à mettre en œuvre au niveau industrialisation. Et au niveau de la pro aussi, plus compliqué généralement, puisque le nombre de fournisseurs et la gamme de matériel se réduit considérablement. Pareil, au niveau de la partie magnétique, ça implique des choix, des montées, on va dire, en technologie, des choix plus nobles sur les matériaux magnétiques, donc forcément plus coûteux. Et donc on peut citer par exemple, au lieu d'utiliser classiquement des tôles fer silicium, on va peut-être passer sur des technos un peu plus nobles, type amorphe, ou des matériaux nanocristallins, ou éventuellement des matériaux en ferrite. Et tout ça, ça implique donc d'approvisionner chez des grands fournisseurs qui nous laissent moins le choix sur les géométries de circuits magnétiques qu'on va avoir à disposition. Donc ça complexifie énormément les systèmes d'appro. On a une marge de manœuvre qui est moins importante au niveau de l'assemblage, au niveau de la mécanique du transformateur. Et comme je disais, ça complexifie à toutes les étapes les procédés technologiques. Il y a aussi un point sur lequel je voulais appuyer qui est très très important dans le cadre de l'industrialisation et de la conception d'un transformateur moyenne fréquence. C'est qu'on va être, et là en l'occurrence, on a une association haute tension, moyenne fréquence dans le transformateur. Et ça implique un système d'isolation très adapté et très complexe. Et en plus, alors poids, volume diminué, c'est très bien. Par contre, il faut tenir les mêmes niveaux d'isolement qu'avant. Et là, ça va pas dans le bon sens, puisqu'on est obligé de tenir un niveau d'isolement sur des distances et des volumes réduits. Et pour nous, techniquement, ça complexifie le processus d'industrialisation. Et une partie très très importante, ce fameux système d'isolation qui nous est demandé pour tenir des niveaux d'isolement qui sont très importants. Aujourd'hui, dans la littérature et dans les normes, on ne trouve pas d'essais avec de niveaux de décharge partielle, des essais bien définis pour s'assurer que les isolants sur le temps de vie du transformateur vont résister et ne vont pas perdre leurs propriétés isolantes. Ça, c'est une partie ultra importante. Il va non seulement falloir appliquer des tests très adaptés pour s'assurer que les isolants ne vont pas vieillir
face aux contraintes moyenne fréquence, haute tension, et aussi en prenant en compte les conditions environnementales, les conditions climatiques, présence éventuelle d'eau, de glace, enfin tout ce qu'on peut imaginer dans un environnement très contraint. Et là, non seulement il va falloir pratiquer ces tests, mais il va falloir les définir. Et la définition de ces tests pour s'assurer de la pérennité des isolants dans le temps, c'est pas une partie facile. Je pense qu'il va falloir faire des essais de décharge partielle et de décider de seuil de décharge partielle acceptable. Et moi, je pense aussi, à mon avis, ça c'est mon avis personnel, il faudrait faire une étude sur l'évolution éventuellement de la structure des matériaux isolants face aux contraintes moyenne fréquence haute tension, voir si au niveau de leur composition chimique, au niveau proprement du matériau, on n'aura pas une modification ou une dégradation dans le temps. Après, je ne sais pas ce que ça implique au niveau test, mais c'est très important. Voilà. Je vois que les demandes d'Alstom, a priori, sont complexes. J'ai juste rajouté, il y a un autre problème qui n'est pas négligeable, c'est qu'en moyenne fréquence, et là en l'occurrence pour le projet avec Alstom Transport, on est dans le domaine des fréquences audibles. Donc il va y avoir aussi un problème de bruit à gérer. Donc une étude de la magnétostriction sur le circuit magnétique, une étude des forces électromagnétiques à l'intérieur du transformateur. Donc c'est vraiment un ensemble de problèmes techniques qui est pas simple à régler. Effectivement, voilà. Là, vous nous avez fait une belle liste de toutes les complexités c'est une liste des complexités rencontrées. Voilà. Mais l'objectif est important de réduire les coûts, c'est primordial, on le comprend bien, donc c'est intéressant. Et nous, on va pouvoir bénéficier de toutes ces recherches, de toute la résolution de ces problèmes pour en tirer notre propre expérience et évoluer en même temps qu'Alstom Transport. C'est ce qui est intéressant dans le cas d'une collaboration de ce type. Oui, tout à fait. Voilà. Moi, j'imagine qu'avec toutes ces complexités justement dont vous parlez, un projet comme celui-ci, c'est long à mettre en place. Où vous en êtes actuellement? Vous avez un prototype? On a déjà, donc on fournit plusieurs prototypes. Il y a des prototypes pour valider la thermique, les prototypes pour valider les caractéristiques électriques du transformateur. Donc on fait, les universitaires, les labos, Alstom nous demandent plusieurs prototypes pour pratiquer des mesures et valider pas à pas les différentes caractéristiques du transformateur. Ce projet, il a commencé quand exactement? Je vais vous laisser répondre, M. Bancelin. Le projet a dû commencer il y a environ 3 ans de mémoire, avec un de nos sites chez Transport. Et ce qui est intéressant, comme le soulignait M. Benoît, c'est la caractéristique multiphysique de ce projet. C'est pas un simple composant électrique. Aujourd'hui, il faut bien voir que chacun a sa spécialité et travaille un petit peu dans son coin, alors que là, c'est une optimisation globale. On n'aurait jamais pensé au début à des problèmes de bruit. Or, ils vont être absolument cruciaux. Et par exemple, dans les appels d'offres, aujourd'hui, il faut savoir qu'on a des contraintes sur le bruit que fait un train en station. Donc il va falloir s'en préoccuper, alors que on n'aurait pas attendu à mettre des acousticiens de chez Alstom Transport sur ce projet, en première approche en tout cas. Donc c'est ça qui en fait tout le sel et tout l'intérêt. Aujourd'hui, on a des premiers prototypes, on a des premiers étages. Maintenant, la deuxième phase, ce serait de le mettre sur un matériel roulant, mais c'est une autre histoire. Très bien. Alors justement, peut-être que Michel Equier va pouvoir rebondir sur ce en nous parlant un peu modélisation, comment on arrive à ça. Donc, je vais refaire un petit historique par rapport à nos collaborations avec Alstom et Transrail. Donc, nous, on s'intéresse à la partie modélisation et optimisation des composants. Alors, pas simplement au niveau de l'efficacité énergétique, qui est un point important, ou la réduction des masses et volumes, comme on l'a vu, mais aussi en intégrant la problématique du bruit des composants. Alors, on a commencé il y a une dizaine d'années sur les moteurs de traction. Donc, on a des outils de dimensionnement et l'idée, c'est vraiment, dès la phase de conception, de pouvoir corriger finalement le composant pour éviter cette problématique. Donc, plus récemment, donc il y a à peu près 4 ans, on a travaillé sur des composants passifs, transformateurs et self, et c'est vrai qu'on ne s'attendait pas à un niveau de bruit aussi important. Bien sûr, un peu moindre que les moteurs de traction, mais malheureusement, toute vibration peut entraîner un effet de résonance de la structure, soit au niveau aérien, donc la problématique du bruit aérien, mais aussi solidien. Donc l'idée ici, c'est vraiment pour nous d'essayer de prendre en compte l'aspect système, la problématique des nuisances sonores, l'éco-conception dans certains cas, au niveau du cahier des charges.
Alors, la problématique de la modélisation. Bon, moi, je suis électrotechnicien. De modèles de machines électriques, c'est assez facile. Il y en a différents niveaux, je dirais. Mais là, l'idée, c'est vraiment d'essayer d'avoir un modèle rapide pour exploiter des outils d'optimisation. Donc, c'est faire de la conception par optimisation. Donc, l'idée ici, c'est d'avoir, bien sûr, des modèles électromagnétiques rapides, couplés à des modèles. Alors, on n'a pas évoqué le problème de la température, mais il y a la température qui est essentielle aussi. Hein, c'est maintenant assez classique d'avoir des modèles électromagnétiques couplés à des modèles thermiques, plus des modèles acoustiques, enfin vibroacoustiques. Donc, comment s'effectue la transmission des efforts pour générer un niveau de bruit important. Donc ça, on a déjà quelques bases de modèles. Ça reste très qualitatif. Malheureusement, c'est relativement complexe et il faut, pour avoir une étude plutôt quantitative, exploiter des outils éléments finis, numériques, mais qui demandent des temps de calcul assez conséquents. Donc au niveau de l'optimisation, pour l'instant, ce n'est pas possible d'avoir une étude fine et finalement un outil d'optimisation. Hein. On voit bien le train, ses différents composants. On n'est pas capable à l'heure actuelle de modéliser cet ensemble finement. Donc c'est une étude qualitative, mais elle nous permet finalement de dire attention, là vous allez avoir telle harmonique, tel ray qui va poser un problème pour la conception de votre composant et intervenir dès la phase de conception pour la réduire. Donc la problématique multiphysique qu'on a évoquée précédemment, ce qu'elle induit, c'est que pour les ingénieurs, c'est que le nombre de paramètres est conséquent pour l'étude. Vous avez des problèmes, des variables de conception au niveau magnétique, au niveau thermique, au niveau vibroacoustique, dans des domaines différents, donc qui demandent des compétences dans les différents domaines. Et ça, c'est souvent, finalement, on le voit de par nos relations, on s'aperçoit que les domaines sont bien différents, c'est vraiment des problèmes pluridisciplinaires. Donc là, l'idée, c'est vraiment d'exploiter des outils d'optimisation pour réussir à traiter ce problème, à essayer de respecter au mieux le cahier des charges. Bon, souvent, on s'aperçoit que le cahier des charges n'est pas tout à fait en adéquation avec ce qu'on pourrait obtenir. On corrige ce cahier, mais vraiment, les outils d'optimisation sont un élément essentiel à l'heure actuelle pour permettre de trouver une conception qui réponde à tous ces critères. Voilà, donc nos interventions au niveau du laboratoire. Merci. Très bien, merci. Est-ce que peut-être, M. Mancelin, vous voulez réagir sur le sujet, sur ces complexités Oui, c'est-à-dire que, comme je vous disais, aujourd'hui, la problématique multiphysique est importante. C'est-à-dire que je vous disais qu'on ne construit pas des trains, on construit des systèmes ferroviaires. On ne simule pas des composants, on les simule au niveau des systèmes. Alors c'est un changement de modalité pour nous, je dois l'avouer, qui est très clair. On avait une partie composant, on avait une partie intégrateur, et les composants donnaient aux intégrateurs, et ça se passait très bien. Sauf que maintenant, on s'aperçoit que si vous construisez un train comme ça, vous mettez la clé dedans, et il ne démarre pas. Vous êtes obligé de le concevoir. Oui, il ne répond pas aux spécifications, encore pire. Ne pas répondre à des spécifications de bruit, c'est équivalent à dire que votre train n'est pas fonctionnel, il ne passe pas sa certification, donc il ne roule pas. Bon. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, le transformateur de moyenne fréquence est un exemple. On a d'autres exemples de collaboration qui montrent qu'on est obligé d'avoir une approche globale, donc d'ouvrir les équipes, de faire travailler ensemble des thermiciens, des électroniciens, des acousticiens, des électrotechniciens, qui, un, ne se connaissaient pas, deux, n'avaient pas l'habitude de se parler. Et le résultat n'est pas si mauvais au final, puisque des prototypes sortent. Mais c'est vraiment un changement de paradigme pour une organisation comme la nôtre. Oui, voilà, il y a des conséquences organisationnelles qui sont importantes. Et même humaines. Faire se côtoyer des gens qui n'ont pas l'habitude de se côtoyer, qui ne parlent pas le même langage, somme toute, parce que le spécialiste en acoustique ne parle pas le même langage que le thermicien. Et en général, il travaille dans des bureaux très éloignés. C'est comme ça que vous faites naître de nouvelles synergies. Oui. Un projet comme celui-ci, ça implique une conduite du changement qui est relativement importante. Oui, très clairement. Et chez Alstom, vous arrivez à gérer donc de manière très positive. Plutôt positive. On peut toujours faire mieux, on peut toujours s'améliorer, mais disons qu'on a maintenant quelques projets qui sont en général des projets collaboratifs, qui nous forcent à travailler avec des PME, avec des laboratoires de recherche, donc qui ont des préoccupations qui sont pas immédiatement les mêmes. C'est-à-dire que je crois beaucoup à un découplage des échelles de temps. Nous, il faut qu'on vende des systèmes ferroviaires à un instant T, si vous voulez. Une entreprise, il faut qu'on tourne. Mais aussi, il faut qu'on prépare l'avenir à 5 ou 10 ans.
Les PME ont le même problème, peut-être de manière encore plus aiguë sur leurs problèmes de cash. Le laboratoire, lui, évolue sur une échelle de temps qui est également différente. Et tout le sel, si vous voulez, de telle collaboration est de rendre conciliables ces échelles de temps de développement. Bon, et une collaboration comme celle-là sur le transformateur moyenne fréquence montre que c'est possible. Très bien. Alors justement, peut-être que vous parliez d'une vision à 5 ou 10 ans. Est-ce que aujourd'hui vous êtes capable de nous parler un peu des perspectives dans ce domaine ? Pour quel pour le transformateur, est-ce qu'il va y avoir des choses qui vont devoir évoluer encore Est-ce qu'il va y avoir de nouveaux projets, vous pensez, derrière ? Aujourd'hui, c'est un peu, on est au milieu du game. C'est-à-dire que on a ce prototype, c'est quelques étages de prototype, on les a testés. Alors beaucoup de travail reste à réaliser sur les matériaux, sur l'isolation, parce que vous savez que dans le ferroviaire, on est quand même très, très à cheval sur la sécurité. Donc il est hors de question que si les isolations ne tiennent pas, si on ne connaît pas les temps de vieillissement, par exemple, des matériaux, il est hors de question de mettre ça sur un matériel roulant. C'est impossible. Mais on espère avoir un démonstrateur dans quelques années. La perspective, ce serait 4 à 5 ans. Alors, sur quel type de matériel roulant ? C'est toujours la même chose. On a dit que la masse des objets trop techniques diminuait avec la fréquence. Donc aujourd'hui, les pires transfos qu'on peut avoir, c'est les transfos Césars 2 tiers pour les gros trains régionaux en Allemagne. Donc on peut très bien imaginer qu'une première application, c'est peut-être pas celle-là qu'on fera, mais l'application qu'on pourrait cibler, ce serait celle-là pour faire fondre la masse de ces transfos sur ces trains régionaux. Et aujourd'hui, la Deutsche Bahn a d'énormes problèmes avec ces transformateurs très basse fréquence et serait certainement preneuse. Mais le problème, c'est que nous, aujourd'hui, nous ne sommes pas tout à fait prêts. Nous en sommes encore au stade du prototype. Très bien. Monsieur Benoît, vous voulez réagir peut-être ? Oui, moi, simplement, donc, au niveau technique, moi, ça me satisfait énormément de pouvoir travailler sur un projet comme ça. Et Transrail, donc toute l'entreprise est contente parce que, enfin, ça, c'est mon sentiment, c'est qu'on le voit au salon EPA, on le voit depuis quelques années, l'électronique de puissance fait énormément de progrès. Donc, au niveau de la techno des semi-conducteurs, la physique des semi-conducteurs évolue énormément. Par contre, c'est vrai que les composants inductifs, ça c'est un peu mon sentiment personnel, sont restés un peu en retrait, on va dire, en marge de cette évolution et on prenne un peu de retard au niveau de l'évolution. Là, ça permet de suivre un peu l'évolution de la techno dans les différents domaines d'électronique de puissance et j'en suis très content puisque si on arrive à suivre ces technos, on va pouvoir de plus en plus optimiser nos appareils et suivre le domaine très spécifique de l'électronique de puissance. Très bien. Est-ce que Donc c'est très positif. Vous avez des exemples d'autres innovations qui sont attendues ou sur lesquelles vous êtes en train de travailler, qui vont bouleverser un petit peu ce marché ? L'amélioration qu'on nous demande en permanence, c'est vraiment de réduire les volumes et les poids. Ça, c'est pas que vrai pour le ferroviaire, c'est d'autant plus important pour le ferroviaire, mais de manière générale, c'est toujours vrai. Donc, on va dire, il y a une progression au niveau des matériaux conducteurs et des matériaux magnétiques. On a un peu de mal à les utiliser, ces nouveaux matériaux un peu exotiques. Ils sont encore pas utilisés de façon répétitive, parce que justement, c'est au niveau logistique, au niveau coût, ils restent un peu en retrait, et ça, c'est bien dommage. J'espère que les fournisseurs de ces nouveaux matériaux vont faire un peu des efforts, où on va trouver des solutions pour qu'on puisse les utiliser de manière plus répétitive et faire avancer la techno des composants magnétiques, des composants inductifs. Voir aussi pour rebondir sur ce que vous dites, aujourd'hui les fournisseurs vont attendre un effet volume, je suppose, pour pouvoir évoluer. Nous on a un besoin, mais somme toute le marché ferroviaire est un petit marché. Il faut oublier que le marché ferroviaire c'est 60 milliards d'euros par an. Je donne toujours la même chose à titre de comparaison, je crois que Volkswagen fait 180 milliards d'euros à lui tout seul. Donc on a un tout petit marché. Par contre, un marché qui peut nous donner ces effets volumes, c'est le marché de l'énergie. Parce qu'aujourd'hui, vous avez des grands contrats qui se signent sur des lignes HVDC à 800 kV ou 1 million de volts. Et à ce moment-là, eux empilent les composants, ont besoin d'énormes transformateurs, donc de très gros volumes. Et c'est peut-être avec la synergie sur les marchés d'électricité que l'effet volume apparaîtra et qu'à ce moment-là, on pourra voir une diminution des prix des composants. En tout cas, c'est ce qu'on espère. Michel Equier, vous voulez rebondir là-dessus, confirmer peut-être ? Non, effectivement. Nous, on le voit aussi avec nos travaux via l'automobile,
qui est là peut-être un volume différent, vous le précisiez précédemment. On voit la problématique actuellement des batteries, et c'est vraiment le même problème. Si finalement on était capable de vendre plus de véhicules électriques, d'avoir une réduction du coût des batteries, ça permettrait de développer énormément ce genre de produit qui est, somme toute, l'avenir. Et on peut voir aussi la tendance actuelle sur des nouveaux matériaux. Bon, on parle beaucoup des supraconducteurs, par exemple, pour les machines électriques, les vitesses élevées. On voit déjà de nombreux prototypes où on atteint les 50 000 tours minute pour des puissances importantes. Donc, c'est vraiment ces tendances. Alors, moi, je ne suis pas trop techno. Au niveau des outils, nous, ce qu'on souhaiterait, c'est pouvoir exploiter des outils tout élément fini, avec des puissances de calcul qui seraient, qui n'existent pas encore peut-être, mais voilà, qui serait nettement plus importante qu'à l'heure actuelle pour pouvoir optimiser un système multiphysique, finalement, d'un dispositif. Très bien. Alors si dans la salle vous souhaitez poser des questions, n'hésitez pas à me faire signe. On approche bientôt, je pense, de la fin de la table ronde, mais je vous laisse me dire s'il y a des sujets qui n'ont pas été abordés et que vous souhaitez développer dans cette table ronde. Alors. Oui, bien sûr. Vous me parliez tout à l'heure de l'avenir du projet. Aujourd'hui, on a une architecture, on a des prototypes et on y travaille. Maintenant, j'ai jamais dit que l'architecture était figée, j'ai jamais dit qu'Alstom Transport était le seul à travailler là-dessus. Bombardier y travaille, Siemens y travaille, tout le monde y travaille, somme toute. Et on n'a pas les mêmes architectures. Certains ont fait d'autres choix. Donc aujourd'hui, on n'est pas spécialement obnubilé par ce qu'on a déjà fait. On essaie de regarder un petit peu à droite à gauche ce qui se produit à la fois dans le domaine industriel et dans la littérature scientifique. Mais on sent bien que le véritable intérêt de ces transformateurs va être donc de diminuer le nombre d'étages. Et cette diminution du nombre d'étages ne pourra avoir lieu que si on arrive à avoir des composants en carbure de silicium, ou en tout cas des composants à grand gap, qui auront des tensions de blocage très importantes. Je parlais dans une conférence tout à l'heure de 10 kV en tension de blocage inverse. Aujourd'hui, Cree a ces composants, très chers, c'est des composants de test de laboratoire. Quand est-ce qu'ils seront disponibles? On a des idées, on n'est pas sûr. Comment on va pouvoir les exploiter dans nos architectures? C'est à nous de préparer l'avenir en attendant la disponibilité de ces composants, 10 kV, pourquoi pas 15 kV un jour, je n'en sais rien, mais ça va être vraiment un des facteurs limitants. Michel Equet, peut-être vous voulez réagir? Non, j'avais assisté effectivement à la présentation tout à l'heure et c'est sûr que c'est un point clé finalement d'avoir ce genre de composants pour nous permettre de pouvoir employer les transformateurs, etc. quoi. Très bien. Bertrand Benoît, d'autres choses à non, nous dire pour Transrail? Très bien, écoutez, je vais vous laisser dans ce cas-là à chacun un mot de la fin pour conclure cette table ronde. Alors, écoutez, on va commencer par Mathieu Vancelin pour Alstom Transport. Non, je pense que la collaboration qu'on a pu avoir avec Transrail et puis la collaboration qu'on a sur d'autres projets dans le cadre de MEDE montre l'importance, si vous voulez, de structures telles que le pôle, qui permettent de fédérer des acteurs tels que une grande entreprise comme Alstom, des PME et des laboratoires de recherche, dans un cadre, disons, où les relations sont facilitées. Bon, on a parlé du projet transformateur moyenne fréquence aujourd'hui, il y en a bien d'autres, on pourrait y passer des heures, mais je pense que c'est un bon exemple de synergie entre deux entités de tailles différentes, avec des temps de réaction différentes, mais qui arrivent au fond à s'adapter pour converger dans un but commun. Très bien, en tout cas, merci pour votre participation. Merci à vous. Bertrand Benoît, le mot de la fin. Moi, pour finir, donc, comme je disais tout à l'heure, on progresse en même temps que ce projet, en même temps que le transformateur moyenne fréquence. Et ce que je souhaite, c'est qu'on ait vraiment tous les retours en détail sur tous les essais qui vont être pratiqués dans les différents labos pour en tirer parti et puis avancer en même temps que Alstom Transport. Et là, ça sera parfait. Très bien. Merci beaucoup également pour votre participation. Michel Equet. On termine avec L2EP. Moi, je vais rebondir aussi sur le pôle MEDE. Bon, je pense que ça a été pour nous, pour le L2EP, un point important, donc avec le soutien de la région, de nombreux projets. Il y a 10 projets, je ne saurais même plus dire combien de thèses, mais c'est énorme. Nombreuses collaborations. Il est important pour nous, à l'heure actuelle, lors d'une thèse, de pouvoir valider, d'avoir des essais. Et sans nos partenaires, les différents partenaires, ce serait pas possible.
Très bien. Bien, écoutez, merci beaucoup, messieurs, pour cette session sur le transformateur moyenne fréquence. Et puis, rendez-vous tout à l'heure sur le plateau des Rendez-vous Médés pour la présentation d'autres entreprises. Merci.